Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est une contribution à la réponse que nous devons donner à nos différents clients qui viennent souvent à nous ici au laboratoire pour connaître la résistance de leur béton durci. La plupart d'entre vous le savent déjà, au moment du coulage du béton sur un chantier, on peut prélever des échantillons pour déterminer la résistance en compression simple du matériau. Cependant, lorsqu'il est durci, à moins de prélever des carottes de béton dans l'ouvrage, on ne peut que recourir à des mesures indirectes de la résistance en compression. Dans ce dernier cas, nous parlons d'essais non destructifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'essai au scléromètre. Les essais visant à déterminer la résistance du béton, qu'il soit destructif ou non, sont utiles, voire même obligatoires dans certains cas. On y a recours sur les chantiers en cours d'exécution, lors de réception d'ouvrages, pour l'évaluation d'ouvrages endommagés, pour leur réhabilitation ou leur agrandissement. Le laboratoire se doit de fournir des résultats fiables, mais aussi des résultats qui soient les plus précis possibles parce qu'il y a des enjeux importants qui entourent la question. D'un côté, si la résistance réelle est inférieure à la résistance estimée à partir de l'essai non destructif, cela peut être à l'origine de dégâts matériels importants, voire même de pertes en vies humaines. C'est donc un enjeu sécuritaire. D'un autre côté, il y a un enjeu financier pour l'entreprise qui devra démolir et reconstruire à ses propres frais un ouvrage ou élément structural pour lequel la résistance estimée serait plus faible que les valeurs exigées. Parmi les essais non destructifs les plus courants employés pour déterminer la résistance du béton, on distingue le Windsor Probe Test, le Windsor Pin Test, le Pull-Out Test et le Rebound Hammer Test, l'essai au scléromètre. Le Windsor Probe Test consiste à propulser une sonde en acier d'1/4 de pouce de diamètre dans un élément en béton à l'aide d'un pistolet. La résistance à la pénétration est une mesure de la longueur exposée de la sonde. Le Windsor Pin Test utilise un dispositif à ressort pour enfoncer une tige en acier dans l'échantillon de test. La profondeur de pénétration de l'aiguille est corrélée à la résistance à la compression du matériau testé. Le Pull-Out Test mesure la force requise pour extraire un implant en acier préalablement coulé avec une extrémité élargie à l'intérieur du béton. Dans cette opération, un cône de béton est retiré et la force requise est liée à la résistance à la compression du béton. L'essai au scléromètre mesure le rebond d'une bille d'acier projetée à la surface du béton à l'aide d'un ressort. Un indice est lié à la valeur de ce rebond et cet indice est associé à la résistance du béton. Toutes ces mesures sont des mesures de surface développées vers le milieu du XXe siècle. À droite ici est indiquée la profondeur d'impact du scléromètre qui varie de 6 à 8 cm. Pour rappel, l'enrobage des aciers dans le béton en construction de bâtiments est de 2,5 à 4 cm. Les scléromètres sont livrés avec des abacs qui permettent à leurs utilisateurs de convertir les indices de rebondissement en résistance à la compression. Ces abacs sont élaborés à partir d'essais réalisés sur des échantillons de béton disponibles chez chaque fabricant. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion d'analyser les résultats d'essais au scléromètre, vous savez que les abacs ont tendance à surestimer la résistance du béton. C'est d'ailleurs pour cela que l'on recommande que la conversion des indices se fasse à partir de formules établies en utilisant des carottes de béton prélevées dans l'ouvrage à tester. Mais ce n'est pas toujours évident de prélever des carottes dans des ouvrages déjà construits. Des formules ont été mises au point à partir de matériaux locaux avec l'idée de pouvoir les appliquer à n'importe quel ouvrage dans un pays donné. Cependant, même ces modèles affichent une certaine imprécision. En effet, leur coefficient de détermination, le fameux R carré, laisse supposer que l'indice sclérométrique n'explique que 75 à 80% de la résistance à la compression. La première question à laquelle nous allons chercher à répondre dans cette étude est comment améliorer la précision des modèles de prédiction de la résistance du béton basés sur l'indice sclérométrique. Le deuxième axe de notre problématique se rapporte à la prise en compte de l'effet des armatures sur l'indice sclérométrique mesuré. Nous savons que le rôle du ferraillage est de renforcer le béton. Nous savons aussi
que certains éléments structuraux peuvent avoir un rapport d'acier assez important. L'enrobage variant de 2,5 à 4 cm, tandis que la profondeur d'impact du scléromètre peut atteindre 8,5 cm, il peut paraître difficile dans beaucoup de cas d'éviter réellement ces armatures. D'autant que les normes ne recommandent d'éviter que les armatures affleurantes. Un autre élément peut-être moins important qu'il convient de signaler est le fait que bien souvent dans les marchés, les exigences contractuelles portent sur la résistance obtenue sur éprouvette de béton conservée en laboratoire et non dans les conditions de chantier. Donc la deuxième question à laquelle nous allons chercher à répondre à travers ce travail est comment isoler l'influence de facteurs connus sur l'indice sclérométrique obtenu in situ sur béton armé. Pour répondre à ces questions, nous avons adopté une méthodologie à deux volets. Dans un premier temps, nous avons cherché à enrichir le modèle de base d'estimation de la résistance en fonction de l'indice sclérométrique. Le modèle de base est celui qui ne prend en compte que l'indice sclérométrique comme variable explicative de la résistance du béton. Notre démarche a été d'y ajouter d'autres données relatives au béton et qui pouvaient être disponibles. Mais comme tous les ouvrages ou bâtiments que l'on teste au scléromètre n'ont pas forcément été strictement contrôlés, on n'aura pas forcément la même quantité d'informations pour tous les projets. Voilà pourquoi nous avons prévu cet enrichissement du modèle par palier en fonction des éléments disponibles, sachant que chaque palier permet d'améliorer la précision de l'estimation. Les éléments pris en compte sont les propriétés des granulats, plus exactement leur densité spécifique. Nous mettons cette information au premier niveau parce que si l'on connaît simplement l'origine des granulats, on peut avoir une bonne estimation de leur densité spécifique à partir de données d'archives. Ensuite, l'âge du béton, mais pas comme une variable continue, mais plutôt nominale avec des modalités de 7 et 28 jours. Et enfin, pour les chantiers strictement contrôlés, on peut connaître le dosage et certaines caractéristiques plus fines des différents constituants. Le deuxième volet de notre démarche a été de réaliser des tests sur des éléments en béton armé, mais avec différents rapports d'acier, avec ρ allant de 0 à ρ max. Dans le même temps, nous avons également comparé les propriétés mécaniques du béton curé en laboratoire à celles du béton curé sur chantier, puisque si les résultats d'essais in situ que nous fournissons seront comparés aux exigences faites pour des éprouvettes curées en laboratoire, il nous faut éliminer le biais. D'où viennent les données que nous avons utilisées? Une partie provient des archives de laboratoire entre 2016 et 2019. Ce sont des données collectées sur des éprouvettes de béton formulées en laboratoire et qui ont fait l'objet d'essais au scléromètre avant leur écrasement sous la machine à compression. Dans ce tableau, vous avez les plages des valeurs des différentes variables utilisées dans le modèle enrichi. Pour ce qui concerne la prise en compte de l'effet de la mise en œuvre, cure et ferraillage, nous avons construit une dizaine de petits poteaux de 1 mètre de haut et de sections carrées de 30 cm de côté. Le béton est le même pour tous les poteaux avec un dosage de 350 kg de ciment par mètre cube de béton. Deux de ces socles ne sont pas ferraillés. De ces deux, l'un est crépi, l'autre ne l'est pas. Les 8 autres sont ferraillés, non crépis et répartis en deux groupes. Un groupe avec un espacement des étriers de 10 cm et un autre avec un espacement de 20 cm. Le ferraillage vertical est respectivement de 4, 6, 8 et 9 barres d'acier de 3/4 de pouce de diamètre pour les 4 groupes. Les étriers sont en acier de 3/8 de pouce, l'enrobage est de 3 cm et les poteaux sont reliés en tête et en pied par 2 poutres. Tous les socles ont été testés au scléromètre à 7, 14 et 28 jours. Les éprouvettes de béton prélevées lors du coulage ont été testées au scléromètre et en compression simple. Une partie des éprouvettes a été laissée sur le site au pied des socles. En termes de résultats, tout d'abord pour le modèle, étant donné que l'on parle de plusieurs variables explicatives, nous avons eu recours à une régression multiple avec l'expression que nous avons ici.
Le modèle prend en compte l'indice sclérométrique, la densité des granulats, le diamètre maximal des grains, les rapports ciment sur eau et ciment sur granulat, l'âge du béton et le module de finesse du sable. Nous avons ici le calibrage des différents coefficients du modèle pour les différents paliers. Si l'on regarde la variation du coefficient de détermination, le R carré, on voit que certaines variables semblent ne pas avoir d'incidence dans l'explication de la résistance. Ceci est seulement une indication qui nous pousse à explorer davantage les résultats. En réalisant un P-test, on se rend compte que la P-valeur est très faible. En fait, elle est inférieure au seuil de signification pour toutes les variables excepté le module de finesse. On en conclut que le module de finesse peut être mis de côté car il ne contribue pas à améliorer la précision du modèle. Et toujours dans ce tableau, si l'on regarde les valeurs de bêta, on a une idée de l'importance de chaque variable dans la prédiction de la résistance. On voit par exemple que le rapport C sur E est le plus important, suivi de la densité du gravier, l'âge du béton. En dernière position, nous avons le module de finesse qui a un apport très inférieur aux autres. En bas à gauche, nous avons la boîte de Henry, des résidus qui nous permettent de situer les écarts. Et nous voyons que tous nos points se retrouvent collés à notre doigt. De même à droite, en bas, nous confirmons que nos résidus suivent bien une loi normale. Nous avons appliqué ce modèle au béton ayant servi à la fabrication des poteaux et voilà le résultat que nous avons trouvé. La résistance prédite à 7 jours était de 18,6 mégapascales contre 18,2 comme valeur réelle obtenue sous la presse. À 28 jours, 26 mégapascales contre 27,4 mégapascales comme valeur réelle. Dans la ligne un peu pâle du tableau, vous pouvez voir l'estimation de la bague du fabricant pour les indices sclérométriques mesurés. Passons maintenant aux résultats obtenus sur les poteaux. Ce graphique nous montre la variation de l'indice sclérométrique mesuré sur les deux poteaux non ferraillés et sur les éprouvettes conservées sur le site. La courbe bleue nous montre que l'indice sclérométrique moyen est plus faible sur le béton crépi. Cette courbe nous montre également que les mesures de l'indice sclérométrique sont moins étalées sur le béton crépi. C'est également le cas pour les éprouvettes conservées sur le site. Cela s'explique d'une part par le fait que la couche de crépissage a tendance à uniformiser la résistance en surface des poteaux. De même, le faible volume des éprouvettes de béton permet une meilleure mise en place du béton dans les moules, favorisant une plus grande homogénéité de la résistance du béton à la surface des éprouvettes. Sur le graphique également, nous remarquons que l'indice sclérométrique moyen est plus élevé sur l'ouvrage en place, courbe rouge, que sur le béton témoin, courbe verte. Et enfin, l'indice sclérométrique est plus élevé sur le béton mis en œuvre dans l'élément structural que sur le béton témoin. En ce qui a trait à l'effet du ferraillage, nous constatons que les armatures verticales ont un effet majorateur sur l'indice sclérométrique moyen, mais jusqu'à un certain seuil, correspondant dans notre cas aux 8 barres d'acier verticales dans notre section de béton. Nous remarquons également que l'indice sclérométrique moyen est plus faible pour un espacement des étriers de 10 cm que pour un espacement de 20 cm. En résumé, nous avons trouvé au cours de cette étude qu'il était possible d'estimer la résistance du béton durci avec beaucoup plus de précision à partir de l'indice sclérométrique et d'autres propriétés du béton, telles que la densité des granulats, le diamètre maximal des grains, le rapport ciment sur eau, le rapport ciment sur granulat, l'âge du béton. En considérant leur effet sur la résistance, nous pouvons les classer ainsi par ordre décroissant. Tout d'abord, le rapport ciment sur eau, ensuite la densité du gravier, en troisième position, l'âge du béton, ensuite la densité du sable, le rapport ciment sur granulat, l'indice sclérométrique et enfin le diamètre maximal des grains. Un autre résultat important
est que éviter les armatures affleurantes, comme le recommandent les normes, ne suffit pas pour isoler l'effet majorateur du ferraillage sur l'indice sclérométrique mesuré. En effet, la présence d'acier dans le béton entraîne une augmentation de l'indice sclérométrique jusqu'à un certain seuil du rapport d'acier. Comment utiliser ces résultats dans l'estimation de la résistance du béton durci à partir de l'indice sclérométrique? Tout d'abord, évidemment, il faut réaliser les mesures de l'indice sclérométrique conformément à la norme. Ensuite, il faut recueillir le maximum de données possibles sur le béton de façon à pouvoir alimenter le modèle. Des informations sur les granulats, sur le dosage du béton, sur l'âge du béton. Troisièmement, il faut chercher à savoir si les exigences relatives à la résistance du béton concernent une résistance obtenue sur éprouvette conservée en laboratoire ou sur le site. S'il s'agit de résistance obtenue sur éprouvette de béton conservée en laboratoire, il faudra diminuer l'indice sclérométrique moyen obtenu de 5%. Ensuite, s'il s'agit d'indice sclérométrique mesuré sur ouvrage ferraillé, il faudra diminuer l'indice sclérométrique moyen de 15 à 25%. Une fois que l'on a fait ces ajustements sur l'indice sclérométrique moyen, on peut appliquer le modèle enrichi en fonction des données disponibles. Évidemment, pour que ces facteurs d'ajustement soient valables, il faut que nos variables, densité des granulats, densité maximale des grains, rapport C sur E, rapport C sur granulat, etc., il faut que toutes ces variables restent à l'intérieur des plages qui ont été utilisées pour mettre au point le modèle. Naturellement, cette étude a ses limites puisque la taille de l'échantillon est faible, de même que la plage de valeur des différents paramètres du modèle. De plus, les bétons testés sont sans adjuvant, ce qui n'est pas toujours le cas pour les bétons des ouvrages construits. Ensuite, la nature des granulats n'est pas prise en compte dans le modèle et tous les ciments sont de type 1 ou à usage général. Enfin, une autre considération très importante est que seuls 2 âges sont considérés, 7 et 28 jours. Souvent, les essais au scléromètre sont sollicités pour des ouvrages beaucoup plus vieux.